Salut à tous, merci de nous rejoindre sur motorcv.com. Le débriefing est fin et cette question, les nuits de Singapour sont-elles chaudes? J'ai l'impression que oui, au sens propre du terme, mais elles l'ont été aussi sur la piste avec le Grand Prix donc du même nom. Salut Jean-Luc. Je confirme, elles sont chaudes et humides et parfois c'est l'inverse. Voilà, c'est ça. La 14e manche du championnat du monde de Formule 1 2014 dont tu vas nous parler évidemment dans le détail, ce Grand Prix de Singapour. Il en est question, c'est un bruit qui court, mais je te promets que je vais en parler. Qui promettait beaucoup. Je dis pas que ça n'a pas tenu ses promesses. Il a tenu. Oui, voilà, tu vas nous dire ça. Oui. Bon, mais on a quand même été un peu frustrés parce que dès le début, et c'est évidemment par ça qu'on va commencer, vous savez bien sûr que Lewis Hamilton a gagné, sauf que Lewis Hamilton, il a gagné pas contre Nico Rosberg, puisque dès le début donc, Nico Rosberg n'était quasiment plus là. Alors je voudrais que tu nous en parles. Comment tu l'as vécu? Est-ce que tu l'as... Oui, voilà. Est-ce qu'on l'a vu venir? On a senti que on était un peu nerveux chez Mercedes avant la course. Et puis bon, voilà. Et après, on va évidemment en venir aux conclusions qui s'imposent. Mais déjà sur ce vrai début de course. Si tu veux bien, comme à chaque fois, je replace dans le contexte parce qu'on a eu une qualif superbe. Oui, c'est vrai. Voilà. Faut le dire, avec 6 pilotes en 3 dixièmes de seconde, 2 pilotes à 7 millièmes l'un de l'autre. Ça a été une bagarre formidable. À un moment, Ricciardo avait même détenu la pole à quelques secondes de la fin. Bon, il l'a perdu parce que les 2 pilotes Mercedes sont sortis. Mais on avait compris dès le début des essais libres que les Mercedes n'étaient pas aussi dominatrices qu'elles l'ont été dans le passé sur ce tracé-là. Donc c'était forcément une bonne nouvelle. Et on imaginait que Ferrari, puisque Alonso avait signé les meilleurs temps en séance d'essai libre, et Red Bull Renault étaient en mesure de tirer les barons du feu. Voilà pour le contexte. Donc après, on se disait, on va vivre une belle bagarre. Oui, parce que le duel, on l'attendait de nouveau. On l'attendait même si évidemment. Les autres sont là, c'est Hamilton-Rosberg. Ça y est, on a blanchi le discours, on se fait des sourires, machin, mais bon, on a compris que on va pas partir en vacances ensemble de toute manière. Ouais. Bon. Déjà, on part pas ensemble au départ du Grand Prix. On part pas Prix. ensemble du tout. Alors là, effectivement, Nico met du temps à sortir de son stand et on se dit, oula, est-ce que c'est affecté? Est-ce qu'on joue la température parce qu'il fait très chaud, très humide? Est-ce qu'on le garde au frais? On sait que les baquets sont refroidis, etc. Et puis non, on comprend que c'est un vrai problème du côté du volant. Alors le volant, c'est une usine à gaz aujourd'hui. C'est vraiment, on parle de prix délirants, au moins $100 000, voire $200 000. Enfin, pourquoi pas $500 000, allons-y, dans le volant. Donc, il y a tellement de choses à l'intérieur, c'est plus un volant. Enfin, ça sert accessoirement de dirigeoir, je le fais exprès, c'est-à-dire pour changer de direction. Mais c'est un ordinateur, ça commande tout. Enfin, bon, donc on en vient là. Donc, c'est tellement complexe. Alors, on imagine bien que comme le volant, en plus, on doit l'enlever. Et on a bien compris, pour des raisons de sécurité, d'accès à bord de la monoplace et de sortie. On le remet, donc forcément. Donc, il suffit d'un petit contact, peut-être à 2 balles, pour qu'évidemment, ça pose problème. Donc, voilà le problème que rencontre Nico. Donc, qui part, mais alors mal. Et puis après, on a compris, en lui changeant déjà une première fois le volant, qu'en fait, il ne va pas pouvoir s'élancer dans le tour de formation et qu'il va donc devoir rentrer piteusement dans la ligne des stands et partir de la voie des stands, ce qui occulte sa course. On avait compris que c'était fini. Le grand duel, on y échappe. Est-ce que non, c'est de l'humour. Est-ce qu'on a vu un soupir chez Niki Lauda et Toto Wolff? Tu me vois venir. Alors, c'est pas qu'ils aient fait leur choix, peut-être. Mais c'est en tout cas qu'on n'aura pas la friction des premiers tours et que Nico, il va faire sa course en partant de derrière. Voilà pour le contexte. Et moi, j'avoue que je suis déçu à ce moment-là. Je me dis, une deuxième fois, après l'épreuve de Monza, où là, bizarrement, c'est Lewis Hamilton qui rate totalement son départ, alors qu'il n'y est pour rien. Je le dis encore, Lewis, on fait la procédure, on voit bien comment ça se passe. Le pilote, faut le savoir maintenant, il est passager de sa monoplace. Alors c'est ça qui est lamentable, une nouvelle fois. Tu vas me voir cracher mon venin. Je trouve ça honteux. À l'époque où les pilotes étaient responsables de savoir passer un rapport, de savoir coller un embrayage, de savoir démarrer, piloter en un mot comme en mille, eh bien malheureusement elle est révolue. Maintenant, tout est géré par l'informatique, tout est géré par l'électronique, et voilà à quoi on arrive. Alors c'est vrai qu'on en a eu quand même des duels entre nos deux amis, je repense à Bahreïn, même l'Espagne un petit peu, Spa évidemment, puisqu'il y a même eu accrochage. Mais la majorité du temps, c'est un pour qui ça va et l'autre qui a un problème quand même. Et c'est ça le souci, c'est ce que je disais, encore une fois, c'est de l'humour noir, mais malheureusement, on attend cet affrontement au sommet, cette explication, où là aussi, alors dans le paddock, les bruits qui courent, c'est de toute façon Lewis, il est plus rapide que Nico, etc. Alors oui, de 7 millièmes quand même au qualif, c'est quand même pas beaucoup. Et c'est vrai qu'Hamilton fait un exploit remarquable, parce qu'il se loupe dans la première portion, il allume le pneu avant gauche, et on se dit c'est râpé, et malgré ça, il arrive à aller
chercher la pole. Non, c'est un compétiteur extraordinaire. Nico aussi, avec peut-être d'autres armes, peut-être un peu moins intrinsèquement rapide sur un tour, mais peut-être un poil bon gestionnaire sur une course. De toute façon, ils sont à 3 points d'écart, hein, puisque tu l'as dit. C'est Lewis qui prend maintenant l'avantage au championnat. Pour Mercedes, c'est tout bénef. Hein. On gagne tous les Grands Prix. On continue gentiment, même si là, ils perdent quelques points sur Red Bull, mais bon, à dominer le championnat constructeur. Et puis, ma foi, le suspense est maintenu à maintenant 5 Grands Prix d'arrivée. Voilà. Alors, est-ce que tu n'as pas quand même l'impression, pour finalement conclure sur ce sujet de cette rivalité qui est notre thème principal tout au long de l'année, alors, il y a eu beaucoup de soucis quand même qui ont affecté Lewis Hamilton tout au long de l'année. Oui. Là, on peut avoir le sentiment que quelque part tout est remis à 0. 3 points d'écart. Voilà, c'est comme si on repartait. C'est exactement ça. On est bien un reset. Bon, voilà. Sauf que ça fait 7-4 au niveau des victoires. En termes de victoire. Ah oui. Et là, alors, en pôle, pour le moment, c'est toujours un petit peu Nico 7-6, si je me souviens bien. Mais c'est vrai que là, on remet les compteurs à 0 ou presque, à -3 pour Nico. Et l'attitude de Nico, après son renoncement au 13e tour, quand dépité, et on comprend tout de suite que ça ne va pas, puisqu'il est même incapable de dépasser une Maroussia. Oui, donc on se dit, alors là, vrai, on ça y est, il est au fond du trou. Et parce que c'est pareil, apparemment, il ne peut gérer que les changements de rapport avec son volant. Tout le reste, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire, la radio, elle part et puis elle revient. Enfin, on a l'impression que c'est du n'importe quoi. Et on nous vend de la technologie. Et on nous dit, mais c'est formidable, on a les meilleures équipes du monde. Et on n'est pas foutu, pardonne-moi, d'avoir un embrayage qui fonctionne, d'avoir des vitesses qui passent normalement et d'avoir une radio. Enfin, là, moi je suis désolé, hein, mais le spectacle que donne la Formule 1 aujourd'hui, si je me fais un peu critique, il est lamentable. On nous vend des tonnes de technologie et je suis navré, mais ça ne fonctionne même pas normalement. Les gars, reprenez-vous. C'est d'ailleurs ce qu'a dit Nico Rosberg. Il a dit, bon là, pour l'équipe, c'est pas terrible. Hein. Il va falloir s'y remettre. Ouais, c'est ça. Bon, écoute, en tout cas, il a gardé son casque longtemps, alors qu'on savait bien qu'il allait pas repartir. Oui, il allait pas mettre un coup de boule à quelqu'un. Non, c'est ça. Je crois que... Oui. Bon, on va dire que. On a vu Toto Wolff d'ailleurs qui s'approche et qui essaie de lui dire 3 mots. Qui ménage les susceptibilités, on va dire ça. Bon. Pas facile à gérer là. Voilà, bon, on verra bien comment ça se passe au Japon pour le prochain affrontement entre les deux. Alors, on va reprendre le classement de ce Grand Prix. Et tu vas nous dire, voilà. Puis ensuite, je te poserai une question sur ce qui a aussi fait l'actualité de la semaine, les radios, les communications radio. Qu'est-ce que tu en as pensé finalement? Est-ce qu'on n'est pas allé... en avant, 3 pas en arrière. C'est ça, voilà, on est bien d'accord. Bon, bref, tu vas nous dire ça dans quelques instants. Alors, ce sont les Red Bull qui se sont mis en évidence parce qu'Hamilton, alors d'accord, il est globalement parti tout seul devant, il a globalement mené toute la course. 58 tours sur 60. Oui, mais c'est vrai qu'avec le safety car et le fait qu'il soit resté en piste à ce moment-là, il n'est pas ressorti en tête lors de son dernier arrêt au stand. Alors, c'est ça qui est bien avec ce type de course à Singapour, c'est que là, sur 6 éditions précédemment à celle-là, il y avait eu 9 safety cars. Donc, on se doutait bien, c'est du 100%, ça y est, on l'a eu notre safety car, avec un museau arraché sur la voiture de Pérez, où il s'arsouille avec Sutil, si je me rappelle bien. Bon, il n'y avait que ça à faire, hein. Il y avait des morceaux de carbone partout, fallait nettoyer, et bon, oui, ça parce qu'après même, on les ramasse à la main, les commissaires. Il n'y a pas un balai ou je sais pas quoi. Non, mais là aussi, c'est un peu de l'amateurisme. Je vais te dire, quand tu vois que les courses US où on passe des balayeuses formidables et tout, et là en F1 on en est encore envoyé des mecs à la pêche avec un petit filet. On est d'accord. Fin de la parenthèse. Fin de la parenthèse. Donc là, ok, quelque part ça regroupe tout le monde et on se dit au moment du restart, parce que là effectivement il y a une stratégie différente. Il y en a qui sont malins, ils repassent par la case stand instantanément, comme Alonso, et ils remettent au 31e tour les pneumatiques les plus durs. Donc on se dit alors lui il va au bout. C'est le cas également de Felipe Massa, et on se dit que ceux qui ne sont pas repassés, en l'occurrence évidemment Daniel Ricciardo qui est repassé au 27e tour, c'est-à-dire avant la neutralisation, et surtout Sébastien Vettel au 25e tour, va avoir un petit peu de mal, pour ne pas parler du leader, Lewis Hamilton, qui lui a monté les pneus les plus tendres au 26e tour, au moment où les autres montaient les pneumatiques les plus durs, entre guillemets. Donc on sait bien que là, il va y avoir un vrai problème, et un problème de stratégie, et on n'est pas déçu. C'est-à-dire qu'effectivement, au moment où le safety car s'efface, Hamilton n'a qu'une solution, c'est d'attaquer comme un malade, et ça c'est toujours du bonheur, et de prendre ce que lui permettent ses pneus et sa machine, c'est-à-dire entre 2 secondes et 2 secondes et demie au tour à ses poursuivants. Il fallait au moins qu'il arrive à 25 secondes pour être certain, ou presque, de repartir devant. Seulement voilà, le problème des pneumatiques, et c'est toujours comme ça, c'est que, ok, il tape dedans, il construit 15 secondes, 18 secondes, 20 secondes, puis après on voit que ça fléchit, plus qu'une seconde et demie, une seconde 2 par tour, et à un moment on voit bien qu'il est au bout, le pic de performance, ça y est, il l'a passé, et que de
toute manière, il n'ira pas au bout du Grand Prix avec les pneumatiques super soft. Donc il va falloir qu'il repasse au stand, à condition d'avoir un avantage assez important. Et là, les calculs, on les fait en temps réel, sur RMC bien sûr, en live, et on se dit, non, il ne pourra pas rester devant les 3, il va rester devant 1 ou 2, et il reste devant 2. Ça veut dire que donc, y a Vettel qui passe devant. Voilà, il a dû aller quand même chercher sa victoire, Lewis Hamilton. Oui. Quelque part, il n'y avait pas vraiment de suspense. Enfin, il avait le temps d'aller chercher Vettel. Encore fallait-il le faire. Et il le fait de manière assez... Il s'arrête au 52e tour. Il reste 8 tours. Et voilà, 8 tours. 8 ou 9 à ce moment-là, voilà, on ne sait pas. Mais bon, il y en a un de moins parce que la course a été embutée. Donc, il n'y a eu que 60 tours. Donc, effectivement, c'est quand même pas joué. C'est pas gagné d'avance. Alors, on sait très bien qu'à l'inverse, du côté de Vettel, on est un petit peu comme ça en pneumatique. Et donc, on va avoir du mal à résister au rush d'un Lewis Hamilton remonté comme une pendule. Lui, il a dû se régaler. Alors, lui, après l'effacement du safety car, la deuxième moitié du Grand Prix, c'est ce que les pilotes adorent. Et c'est ce qu'on adore, nous aussi. C'est à donf et j'essaie d'aller encore plus vite le tour d'après. Ça, c'est que du bonheur. Et il va chercher Vettel en se mettant sur la partie sale, en passant à l'intérieur. C'est chaud. Beau morceau de pilotage, correction exemplaire de la part de Vettel qui ne résiste pas comme un soudard. Il sait que de toute façon, la partie est perdue et qui préserve, lui aussi, quand même. Il est tellement content de remonter sur un podium et devant Ricciardo. Oui, parce que j'ai envie d'inclure dans le même groupe Vettel, Ricciardo, Alonso. Oui. Quel est celui qui allait sortir du chapeau et vraiment se classer deuxième? À un moment donné, on ne savait pas trop. Donc ça a été un beau groupe. On peut juste revenir sur le tout petit incident, pas vraiment au départ, où effectivement Alonso les passe comme une balle, les deux Red Bull. Bon, on comprend bien, il sort tellement de la piste qu'il va devoir rendre. D'ailleurs, il ne rend qu'une position. Une seule, on est bien d'accord. C'est un peu discutable puisqu'il en passe véritablement deux. Tout à fait. Mais bon, il en rend une, il sépare les deux Red Bull, ça n'a pas de conséquences. Voilà, la direction dit, allez, d'accord. Bon, on va la faire comme ça. Mais bon, c'est un peu borderline. Il n'y a pas outrage, encore une fois. Moi, je ne vais jamais reprocher à la direction de course de ne pas trop pénaliser, de trop pénaliser un pilote. Alors, il y en a qui ont pu penser que c'était un peu injuste. Dis donc, si ça avait été un fond de grille, ça ne se serait peut-être pas passé tout à fait de la même manière. Mais bon, le résultat, il a été peu impacté, puisque les deux Red Bull, et tu viens d'en reparler, terminent sur le podium, encadrant effectivement Lewis. Donc, c'est un beau résultat d'ensemble. Ricciardo est fair play, sauf qu'il a encore eu des problèmes, lui aussi, incompréhensibles, en cours de Grand Prix. Problème de baisse de puissance, de baisse de délivrance de la puissance électrique. Enfin, on en revient toujours au même point. Les pilotes ne comprennent rien et les ingénieurs non plus. Alors évidemment, le bilan, là, pour Renault, en l'occurrence, parce que c'est deux dont on parle, il n'est pas mauvais, parce qu'on met deux pilotes sur le podium, on les met devant la Ferrari et pas très loin de la Mercedes. Est-ce que c'est pas l'arbre qui cache un peu la forêt Je voulais évidemment te parler des pilotes français. Alors, puisque tu me tends la perche, j'enchaîne. Romain Grosjean, qui n'est pas dans les points, qui fait une course très difficile, c'est dur pour lui, on est bien d'accord, qui gueule, pardonnez-moi l'expression, publiquement sur Renault. Toi, tu l'acceptes, tu le comprends, comment tu... Je le comprends et je l'accepte. D'abord, les pilotes, ce ne sont pas des machines, même si on essaie de les encadrer, et Romain le premier, de lisser le discours, etc. Il y a un moment, il y en a marre, quoi. Quand, effectivement, et il le dit, il se donne à 120% pendant ce tour de qualif, il donne tout ce qu'il a, il prend des risques quand même extraordinaires, il est au ras des murs, il donne tout ce qu'il peut, et qu'on a deux fois des coupures en un seul tour, c'est totalement inadmissible. J'en reviens au même point, là. Bon, encore une fois, on a plein de copains à Viry-Châtillon, mais là, on s'est raté sur le moteur. Espérons que cette année, s'il y a des évolutions possibles, mais là, c'est plus un problème même de fiabilité que de performance. Et là, c'est un souci grave. Et encore une fois, je les dédouane un peu, puisqu'il y en a également chez Mercedes. Il y en a partout, en un mot comme en mille. Et je suis navré, mais la formule n'est pas aboutie pour le moment. Ce changement drastique, pour moi, il démontre plus des faiblesses que des forces. Voilà. D'accord. Okay. De réglementation, changement. L'autre Français, il s'est mis en évidence, Jean-Éric Vergne. Il a fait le spectacle. Ça a été un peu de yo-yo, j'ai envie de dire. Les pénalités par-ci, les dépassements par-là. Mais au bout du compte, c'est une super 6e place. Génial. Voilà ce qu'on attendait. On l'a dit ici même, après son éviction un peu brutale pendant le mois d'août, en lui disant tu vas faire la fin de la saison, mais bon, la meilleure réponse que peut apporter Jeff, c'est sur la piste. Et là, il vient de le faire de la manière on l'attendait, c'est-à-dire il a dégoupillé, là aussi, pareil, il était derrière le paquet, il a dit maintenant, de toute manière, quoi qu'il arrive, j'y vais. Et ça veut dire aussi qu'un pilote de Formule 1, ça peut attaquer, même aujourd'hui, avec les contraintes que l'on connaît, de machin, de trajectoire, de pneus, de ce qu'on veut. Il suffit, j'allais dire,
dire, d'en avoir. Et lui, il en a du talent, bien sûr, et du courage. Donc ça veut dire que c'est possible. Et ça veut dire que si on arrête d'écouter les ingénieurs dans l'oreillette et fais gaffe à ci et préserve ta position, etc., et ben là, quand on n'a plus rien à perdre, on a tout à gagner. Et Jeff l'a démontré de la plus belle des manières. Et moi, ça me réjouit infiniment. Voilà ce que c'est qu'un pilote de course. Paf, ça c'est dit. Non, c'est dépassement de fin de course, là, c'est dépassement au pluriel, oui. ouais, formidable. On a retrouvé des images qu'on avait perdues. Tiens, Ouais, c'est voilà. ça. Donc bravo Jeff, on est avec toi oui. et continue comme On ça est jusqu'à la avec fin de lui, l'année. et plus que jamais, il mérite Oui, de rester. c'est ça. Maintenant, tu nous fais les 5 derniers comme ça, et là c'est les gens de Red Bull qui vont. Oui. Bon, ça va être compliqué. Hein. Alors j'ai envie de mettre un Mais petit c'est pas accès- Verstappen qui va faire ça. Oui, hein, on est oui. d'accord. Ah bah pas oui, pour oui, le moment. c'est- J'ai envie de mettre un petit accessite à Pérez aussi, qui termine derrière Verne, c'est Ouais. mais qui fait partie de ce groupe. Or, c'est bien lui qui provoque la neutralisation de la course. Son aileron va dans tous les sens. On a l'impression que le pauvre Pérez, c'est fini, quoi. Et finalement, non, il est bien là à l'arrivée. Il est même devant Hülkenberg. Il s'est bonifié. Ouais. Là, Ouais. alors voilà un exemple. Hein, Pérez, on n'en a pas dit que du bien ici même également l'an dernier. Comportement un peu, il avait pris le melon. Enfin bon, finalement, là, il est en train de se révéler dans le bon sens du terme. Non, il s'est battu. Effectivement, c'est lui qui est pénalisé. C'est lui qui doit repasser au stand, changer de museau, Ouais. etc. Une course compliquée, ça veut dire qu'il a mûri et que maintenant, c'est un pilote fiable, performant, talentueux. Voilà. Bon, ok. Un mot sur les Williams. Oui. Un petit peu décevant. ouais, Bon, ouais. Bottas craque en fin de Ouais. course, il est hors des points. Massa, après tout, solide, bien, 5e, bon résultat, mais on attendait peut-être un peu mieux. Très curieux, les Williams Mercedes, parce que pendant les séances d'essais libres, on les a vus nulle part, à un moment, mais alors vraiment nulle part, dans le fond de la grille. Après, plutôt pas mal. Après, on se dit, ils vont se rebecter, parce que de toute façon, ils ont un excellent moteur Mercedes, même si on sait très bien qu'ils sont mieux sur les circuits rapides que sur ceux-là. Et puis, oui, déception, soyons clairs. Stratégie moyenne, là aussi, hein, si on voit du côté de Massa, 22e tour, si je ne m'abuse, on s'arrête, Bottas, 23e tour. Bon, on n'a pas bien réussi Ouais, non plus. c'est ça. Voilà, on n'est pas récompensé, mais est-ce qu'on méritait vraiment mieux? Non. Bon. Alors abordons cette thématique de la semaine avant Singapour, l'interdiction des communications radio, en tout cas l'interdiction de venir, comment dirais-je, aider le pilote, le renseigner trop, etc. Bon, c'est vrai que ces derniers temps, Jean-Luc, on était un petit peu énervé d'entendre qu'il fallait qu'un pilote fasse ci, fasse ça, parce que c'est son ingénieur qui lui disait comment piloter pratiquement. Alors déjà, d'un point de vue philosophique, si j'ose dire, sur la manœuvre qui nous est annoncée, qu'on bannit un peu ces communications radio. Toi, tu étais positif, tu étais d'accord? Pour à fond. Bon. Je ne le répéterai jamais assez. Pour moi, une des raisons pour lesquelles il y a une éventuelle désaffection de la Formule 1, même de la part de certains passionnés, vous êtes tous des passionnés si vous regardez évidemment le débriefing en notre compagnie, c'est ça, c'est la limitation du pouvoir des pilotes. Mais bon sang, ce qu'on admire là, c'est ok, il y a des ingénieurs formidables, Adrian Newey, on le sait tout le temps, et puis d'autres, mais ce qu'on admire là, c'est la bataille des hommes. Ce qu'on admire, c'est le courage d'un pilote, c'est le talent d'un pilote. Est-ce qu'on imagine Ayrton Senna, conseillé par un ingénieur, fût-ce Gérard Ducarouge à l'époque, qui lui aurait dit Ayrton, tu peux passer un peu plus vite dans la courbe du fond, est-ce que tu peux pas gagner 5 km/h? Non mais on est en plein délire. Donc ça, c'est une honte. Moi, je le répète, l'ingénieur, il se cantonne dans le domaine technique. Même si le domaine technique est important, jamais il ne doit donner des conseils de pilotage à un pilote, mais jamais, jamais. Même si, parce qu'évidemment, lui, il a toutes les courbes et toutes les feuilles. Alors lui, il est assis dans son fauteuil, il se contente de comparer. Mais c'est grotesque. Mais moi, à la place du pilote, je dirais, tiens vieux, prends le volant et vas-y au charbon. Ouais. C'est grotesque, c'est lamentable, c'est ridicule. Donc tout ce qui peut redonner de la part au pilote, et même s'il commet des erreurs, et alors? Mais c'est ça le jeu. Un pilote, il doit garder en plein Grand Prix, épuisé comme il l'était après 2 heures dans les rues de Singapour, sa lucidité pour savoir où il en est de la consommation. Il a des indications sur son volant. Où il en est de ses pneumatiques, un coup d'œil, Ayrton nous l'avait expliqué à l'époque, et Jean Frémy encore. Regardez dans ses rétros, ses pneus arrière pour savoir comment ils étaient. Voilà, ça c'est du pilotage. Aujourd'hui, c'est comme ça qu'on arrive peut-être, et je l'en veux pas au pauvre gamin, à un Verstappen qu'on met dans une Formule 1 en disant vas-y mon pépère, de toute façon on va tellement te conseiller, tu seras tellement coaché que tu y arriveras toujours. Et voilà. Donc c'était une bonne décision. Évidemment les pleureuses, comme d'habitude en Formule 1. Que le deuxième niveau de c'est qu'on a le sentiment qu'on a fait marche arrière. Et nous on n'a pas les bons volants, et nous on n'a pas les grands écrans, et nous on va être pédalisés. Ben oui mais les gars, faut être meilleur. Et c'est pas compliqué, hein. Là aussi, on n'a pas les bons écrans, faut monter des bons écrans. Alors tu me diras évidemment, avec des volants à 200 000, oui, je comprends. Mais attends, la FIA pour ce Grand Prix, elle a vraiment décidé qu'on revenait comme avant, ou elle a quand même interdit un petit peu? Quasiment. C'est-à-dire qu'on interdit, effectivement, on donne des éléments techniques, on donne, mais pas ce qui peut améliorer le pilotage du pilote. Alors tu vois, c'est le cas de le dire. Alors tu vois,
que l'ambiguïté est énorme et que c'est sujet, là aussi, à contestation. Alors, bon, en clair, la Formule 1 a décidé de mettre le mouchoir par-dessus jusqu'à la fin de la saison et d'attendre la saison 2015 pour imposer des nouvelles règles. Tant mieux si on les impose vraiment en 2015, mais combien y aura-t-il de tractations en sous-main et de négociations basses et viles pour arriver à ce que les ingénieurs conservent la main mise sur les pilotes. Voilà, moi je plaiderai toujours pour les pilotes jusqu'au bout, pour leur laisser la bride sur le cou et les laisser commettre des erreurs, et c'est ça qui est passionnant. Ouais. Tiens, en parlant des améliorations ou des nouvelles règles, je me suis fait la réflexion, on est pendant le Grand Prix, si on avait été en 2015, donc il y aurait eu un départ arrêté de nouveau après la neutralisation, où les circuits en ville ne font pas partie du nouveau plan. Alors, si, je crois, là non c'est pareil, interprétation totale. Je crois que les circuits en ville ne font pas partie du nouveau plan, puisqu'à l'époque tout le monde s'était posé la question de Monaco. Mais alors, le nouveau départ, là je te laisse, combien de volants en panne, combien de procédures de départ qui ne fonctionnent pas? Non, mais on est en plein délire là aussi. J'espère vivement que la raison va reprendre le dessus et qu'on va dire, bon, c'est une connerie, pour être clair. Les embrayages, il y a quand même des embrayages au bout de l'informatique. Il faut quand même des disques qui collent, etc. Et ça, on sait très bien qu'avec la puissance, c'est pas joué du tout. Donc on pourrait laisser. Puis alors, incident de procédure avec un pilote scotché qui a calé. Non, ça c'est grotesque, j'y reviens. Aujourd'hui, c'est très bien, on met un safety car et puis départ lancé. Pourquoi changer ce qui marche, nom d'un chien? Pourquoi? Bon, bah écoute, voilà, je crois qu'on est assez complet. C'est vrai qu'après Spa, Monza et Singapour, qui a vraiment gagné sa place dans un calendrier de Formule 1 instantanément et qui représente maintenant un vrai défi physique. C'est féerique, Bon, le cadre est génial, mais on sait que ça va au bout de 2 heures, on sait qu'il fait chaud, mais il y a même Magnussen, tu as vu, qui a été brûlé, qui a souffert. Bon, voilà, ça c'est sûr. Et après, on termine par Suzuka. Là, il y a vraiment 4 circuits. C'est le prochain Grand Prix, ça sera pas mal. Suzuka, ça va être super. Ça va être génial. Il se passe toujours des choses à Suzuka. C'est un vrai circuit d'hommes, tu vois ce que je veux dire? Un peu comme Spa, une nouvelle fois, ou Monza à cause des vitesses. Donc, les 3 points d'écart entre Hamilton et Rosberg, les 11 points d'écart pour la 4e place entre Alonso, Vettel et Bottas. Il y a Ricciardo maintenant qui est vraiment seul à la 3e place. Bon, on espère qu'il va se passer des choses. On espère vivement. Et puis, effectivement, de toute manière, l'affrontement pour le titre, c'est entre Lewis et Nico. Et là, la balle est revenue dans le camp de Lewis, qui a magnifiquement exploité justement les défaillances techniques de Nico. Qu'en sera-t-il? Mais pourvu qu'ils se bagarrent tous les deux en piste. Moi, c'est mon vœu le plus cher. Une vraie bagarre pour le titre, comme on en a connu à Suzuka, avec pas les mêmes issues. Pas les mêmes issues, si tu vois ce que je veux dire. C'est déjà arrivé à Suzuka. Donc voilà, 20 ans après, même plus, ça peut arriver de nouveau. Bon, merci de votre fidélité, merci de votre attention. Motorcity.com, donc le débriefing est fin après chaque Grand Prix avec l'excellent, l'inévitable Jean-Luc Roy. Merci Jean-Luc. Merci LFB. Ciao.